On va pouvoir commencer cette dernière table ronde du colloque Le livre, le musée et l'enfant. Et je remercie beaucoup les 4 intervenants de ce soir d'être venus jusque-là, masqués, dans des conditions qui sont pas évidentes. Et je remercie aussi le public qui peut nous suivre sur YouTube et qui nous a suivis au long des aléas numériques de ces 2 journées. Donc c'est une deuxième journée du colloque qui a été davantage centrée sur le livre comme musée de papier, comme musée imaginaire, dans son autonomie aussi au regard de la visite au musée. Alors qui reste certes, on l'a dit aussi, le lieu où on peut voir les œuvres en vrai, mais en dehors de cette relation avec l'œuvre in situ, si le musée est bien le lieu de l'œuvre, ce qu'on a pu discuter aussi, comment le dispositif du livre peut amener l'enfant vers l'art. Ça a été une question qu'on a retrouvée d'intervention en intervention tout au long de cette journée. Quel rôle il peut jouer dans la médiation artistique? Et c'est la question que l'on va donc poser pour conclure ce colloque à des créateurs de livres pour enfants sur l'art, auteurs et éditeurs. Je vous propose de faire un premier tour de table pour que chacun puisse présenter un aspect de son travail. Et ensuite, le dialogue pourra se nouer avec les questions du public présent, les questions du public en ligne, qui peut donc les poser via le chat de YouTube, s'il le souhaite. Et je vais d'abord laisser la parole à Marie Sellier. Alors Marie Sellier, au début de sa carrière, elle a été journaliste à Bayard, où elle a croisé, me semble-t-il, Béatrice Fontanelle. Et elle prend pied dans le domaine du livre pour enfants jeunesse à la Réunion des musées nationaux dans les années 90, à l'époque d'Anne de Margerie. Son premier livre sur l'art pour enfants, c'était comme Toulouse-Lautrec, qui lance en 1992 la collection L'enfance de l'art. Décidée à lutter contre la grande peur de l'art, je la cite, elle est l'auteure de nombreux livres pour enfants sur l'art, d'autres livres aussi, ça n'est qu'une partie de sa production littéraire. Des livres dans lesquels ces textes poétiques et sensibles accompagnent les enfants dans la découverte des œuvres. Et dans le cadre du colloque, je lui ai proposé d'évoquer pour ce premier tour de table la collection Mon Petit Musée, publiée par la Réunion des musées nationaux, qui a compté 12 volumes, si je n'en oublie pas, entre 2001 et 2012. Et je lui laisse donc la parole en la remerciant très vivement de sa présence. Bon, alors, pour l'occasion, je tombe le masque, parce que quand on parle, c'est quand même plus agréable de voir le visage des gens. Oui. Donc, alors, j'ai parlé de cette petite collection qui est née. Alors, le temps passe vite. Elle est née il y a 20 ans. Elle est née parce que j'ai regardé le premier, les 2 premiers, c'était Mon Petit Orsay et Mon Petit Louvre, là qui est derrière, et c'était 2001. Alors, peut-être pourquoi est-elle née? Bon, effectivement, pourquoi? Enfin, vous l'avez dit en 2 mots. Ivan, pour moi, parler d'art aux enfants, ça me semble essentiel parce que je pense qu'il faut les saisir, effectivement, avant qu'ils soient eux-mêmes saisis par cette grande peur qui prend les adultes et qui disent « Mais, mon Dieu, j'y connais rien, j'ai pas les clés, c'est pas la peine, l'art, c'est pas pour moi. » Alors, moi, je pense que l'art, c'est pour tout le monde, à condition d'avoir des yeux pour voir, peut-être un esprit pour penser, et un cœur pour sentir. Donc les enfants, il faut vraiment, pour le coup, je pense, leur sauter dessus pour leur parler d'art. Et à l'époque, j'avais effectivement publié pas mal de titres de l'enfance de l'art, qui avait été initié quand Anne de Margerie s'occupait de la Réunion des musées nationaux. Et j'avais aussi lancé une collection chez Paris Musée qui s'appelait Des mains pour créer, qui était entièrement dévolue à des sculpteurs. Et là, je me suis dit,
Oui, mais il n'existe pas quelque chose pour les tout petits. Quelque chose pour les tout petits, un livre simple. En réfléchissant à quelque chose de simple, je me suis dit, ces musées, ce sont des lieux gigantesques. Ce sont le Louvre, c'est une ville en soi, et pour un enfant, même un petit musée est déjà énorme. Il y a toujours trop d'œuvres. Je me souviens, petite, quelquefois, de m'être vraiment ennuyée dans un musée parce qu'il y avait trop de choses à voir. Je me suis dit, mais c'est pas compliqué, je vais transformer ces grandes maisons en petites maisons. Voilà, en petites maisons. Et dans chacune de ces petites maisons, il y aura un nombre limité d'œuvres. Alors bien sûr, ce ne sera pas exhaustif, hein, mais ça sera une sorte de mise en bouche. Donc c'est les tableaux ou les sculptures qui figurent bien sûr dans les livres ont été choisis avec soin. Et bien sûr, je revendique une subjectivité. Hein. C'est moi, Marie Sellier, qui ai imaginé ce livre. Donc le principe, il est extrêmement simple. Et je pense d'ailleurs que ce sont les principes les plus simples qui fonctionnent le mieux. Donc dans cette petite maison, il y a des tableaux. Et à chaque fois, je dis il y a. Hein. Donc il y a un chien rouge, tableau de Gauguin. Il y a une chambre au lit jaune. Ça c'est Orsay. Hein. Je vais pas faire tout le feuilletage comme ça. Hein. Il y a un petit prince et son chien. Et vous remarquez que sur la page je suis complètement dyslexique, donc je sais jamais, c'est sur la page de gauche. Merci Caroline. Sur la page de gauche, il y a un détail. Ce détail, il est là pour faire joli, mais pas uniquement. Il est là pour permettre à l'enfant d'entrer dans l'œuvre, parce que bon, c'est quasiment automatique. Hein. Quand on voit un détail sur une page, eh ben, automatiquement, on essaye de le replacer dans l'œuvre. Et l'idée, bien sûr, c'est de faire entrer les enfants dans l'œuvre, de s'y balader. Et une fois qu'ils ont un pied dedans, je dirais, c'est gagné. Hein. Donc, le détail, c'est la porte que j'entrebâille. L'enfant met un pied et pof, il saute dedans. Et là, il peut rester aussi longtemps qu'il veut. Moi, je l'accompagne avec un petit texte vraiment léger. Hein. Voilà, quelques mots, pas grand-chose, mais qui, encore une fois, le mettent aussi en appétit. Voilà. Alors, je me suis aperçue, justement, en les feuilletant, tous ces... parce qu'il y avait longtemps que je n'avais pas replongé dedans, que... ils avaient un peu vieilli avec moi, hein, ces livres. Pas vieillis dans le sens qu'ils étaient devenus obsolètes, hein, mais ils se sont progressivement adressés à des lecteurs un petit peu plus âgés. Et c'est pas un hasard, parce que ces livres qui étaient destinés à des petits, et qui fonctionnent très bien d'ailleurs avec des 3 ans, avec des 4 ans, je me suis aperçue que des plus grands s'en emparaient, en particulier des classes entières. Hein, et donc j'ai été progressivement invitée par des classes de CE1, CE2, et puis ensuite CM. J'ai même été invitée dans des classes de collège, hein, autour de ces livres. Ça, c'est une tendance d'ailleurs un petit peu générale. Hein, je l'ai vu pour d'autres albums. Ce que je présentais il y a 20 ans pour des enfants de primaire, progressivement, je suis allée le présenter à des collégiens. Hein. Donc, mais globalement, relativement peu de textes, hein, et des textes qui sont généralement poétiques, des pirouettes, quelque chose de léger. De léger, mais quand même de profond. Alors, ce qui est important, enfin, ce qui était... Alors d'abord, je vais vous dire que je me suis énormément amusée à faire ces livres, mais formidable.
Et donc, parce qu'il y avait cette phase de conception, et ensuite, je les ai mises en page, en forme, avec une graphiste qui les a toutes faites, qui s'appelle Chloé Bureau du Colombier, qui depuis est devenue illustratrice. Et chaque ouvrage est en fait un ouvrage cousu main. Hein. Tout est artisanal, tout est conçu par tâtonnement, et on l'a fait toutes les deux. Ce sont des livres qu'on faisait en chambre, en quelque sorte. Et puis ensuite, on allait les présenter. Mais il m'est arrivé de les présenter tout fait, tout terminé à la RMN, que je remercie beaucoup pour cette liberté, hein, qu'elle m'a donnée à l'époque. Parce que, je pense que quand on est libre et passionné et enthousiaste, on donne le meilleur de soi-même. Donc il y en a eu 10 comme ça. Alors, mon petit Versailles, il est bien évident qu'il se double d'un livre d'histoire. Mon petit Cluny, on va parler de religion, hein, même si le livre est athée, hein, il y a des notions de religion, il faut faire un petit peu attention. Mon petit Guimet, on plonge, on approche les philosophies hindoues, orientales. Vraiment, chaque livre a sa tonalité. Et puis, la collection s'est arrêtée, et en 2011, on m'a proposé de la continuer sous forme de monographie, avec une maquette tout à fait différente. Alors là, j'ai apporté mon petit Cézanne, c'était le premier, il y en a eu 3 comme ça. Un petit cartonnet, d'eau toilée, très luxueux. Et alors là, les détails avaient disparu. C'est très joli, c'est très classe, mais c'est autre chose. C'est autre chose, et ça ne fonctionne pas de la même façon. Hein. Je pense que les enfants ont plus de mal à se les approprier. Ça reste des ouvrages familiaux, mais je pense que vraiment le principal attrait de cette collection, c'est que les enfants peuvent, puisque merci la RMN, ils sont toujours 20 ans après, et ça, il n'y a pas beaucoup de maisons qui suivent comme ça les livres, hein. Ils sont toujours disponibles dans les musées. Un enfant peut se plonger dedans et s'amuser avec. D'ailleurs, j'ai souvent été invitée dans les écoles et eu la surprise de découvrir des réalisations d'enfants. Alors quelquefois, il y a des petites variations. Ça, c'était un livre qui a été fait par une classe de CLIS, je me souviens. C'était extrêmement émouvant, hein, autour d'Agen, mon petit Agen, et il s'était vraiment emparé de l'idée. J'adore ce livre. Hein. J'ai mon petit Firmin des Vignes là, qui a été. Tiens, si tu veux les feuilleter, c'est assez. Ma petite Dordogne. Hein. Un très joli projet là qui avait été fait par le Louvre-Lens. Voilà, il y a une classe qui a travaillé toute une année sur ce principe, avec une réalisation qui est, je trouve, très belle. Bon, je ne sais pas si on voit dans le... Voilà. Et puis aussi à Rouen. Rouen, c'était pas mal. Rouen, les petits bouquineurs qui avaient fait mon petit Tabor. Alors le Tabor, c'est un parc de Rouen avec de très très belles photos, hein, et des textes autour de la mythologie, essentiellement. Voilà. Quand on reçoit un cadeau comme ça, je pense que ça t'est arrivé, Caroline, ça fait quelque chose. Et puis,
puis il y a celui-ci, parce que celui-ci, c'est un vrai de vrai, comme les autres. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. C'est un hors collection. En fait, j'ai été contactée par Madame Estève, la veuve donc, de Maurice Estève, qui m'a dit « Je veux absolument que vous fassiez un livre dans cette collection ». J'étais un peu gênée. L'ARMN m'a donné l'autorisation comme ça, en passant, hein, et je l'ai fait, mais vraiment, vraiment comme les autres. Il est très joli. Il est très joli, voilà, avec une magnifique iconographie. Il a été imprimé au même endroit que les autres, hein, et il est exclusivement en vente à Bourges, où il y a un très beau musée Estève. Estève, c'est une... je ne sais pas si vous le connaissez, c'est une explosion de couleurs. Et je dois dire que il est extrêmement parlant pour des enfants. Et puis j'étais aussi invitée par un musée, le musée de la Chartreuse, à Douai, qui m'a demandé de mener avec des enfants un travail autour de cette collection. Et ça a donné Ma petite Chartreuse, qui est aussi alors, un vrai livre et qui est devenu le catalogue pour enfants de la Chartreuse de Douai. Je crois qu'il est toujours en vente là-bas. Ça a été une grande entreprise. J'ai fait ça avec 2 classes. Et j'aimerais vous lire, alors je ne vous lis pas un de mes textes, mais je vais vous lire un texte qui a été rédigé alors, par une classe, parce que l'idée, c'était qu'il y ait plusieurs contributions, hein, les enfants contribuent, et c'est moi qui fais le patchwork, mais sans modifier. Donc c'est un tableau de Maurice Denis. Il y a une dame devant sa fenêtre. Voilà. C'est l'été. Il fait si bon dehors, ce soir. Une dame est assise près de la fenêtre ouverte. Elle ferme les yeux, elle semble dormir. Mais elle ne dort pas. Elle écoute les bruits de la nature. Elle entend le hibou au loin dans la forêt. Une brindille craque. C'est peut-être le loup. Un petit bruit sur l'eau. Est-ce le martin pêcheur qui a relâché son poisson dans l'eau? Elle prend une grande inspiration et savoure toutes les senteurs. La nuit ne va pas tarder à arriver. Au loin, la petite lumière d'un bateau brille. La dame imagine un joli paysage. Elle le dessine dans sa tête. Elle est seule et pourtant, il ne lui manque rien. Elle se sent bien et s'endort peu à peu. Quand elle rouvrira les yeux, elle se dira peut-être qu'aujourd'hui, elle a fait un beau voyage. Bon, moi, je trouve ça formidable. Alors là, franchement, hein. Donc, voilà, ça nous incite à la modestie, nous, auteurs de livres. Hein. Voilà, je crois que je suis à peu près présenté cette collection. Merci beaucoup pour cette première intervention et j'apprécie tout particulièrement que vous évoquiez la circulation avec l'école, puisqu'on en a peu parlé. On a parlé du livre, du musée, bien sûr, des bibliothèques encore, et bien entendu, cette circulation, elle inclut aussi l'école et je suis ravie que vous ayez montré ces très beaux livres faits avec des classes. Je vais donner la parole à présent à Caroline Desnouettes, qui est plasticienne, qui est auteur, si je les ai bien comptés, de 31 livres pour enfants sur l'art. J'ai exclu ceux qui n'étaient pas sur l'art, d'où ce comptage, qui ont été publiés notamment à la RMN également, où elle a, comme Marie Sellier, publié ses premiers livres sur l'art pour enfants. Elle est auteure aussi d'une série chez Albin Michel, dont j'espère elle pourra nous dire quelques mots. Et je lui ai demandé aujourd'hui d'évoquer tout particulièrement le premier livre sur l'art qu'elle a publié à la RMN, qui est le Musée des couleurs, qui a, je trouve, une très belle histoire. Et c'est une collection qui soulève, pour ceux qui nous écoutent, des problématiques tout à fait intéressantes aussi dans le choix des images. Et donc je la remercie d'avoir bien voulu nous en parler ce soir. Donc, je laisse la parole en la remerciant. Bonsoir. Voilà le premier livre et le dernier livre.
que j'ai réalisés. Le premier Albin Michel, le premier à la Réunion des musées nationaux, le dernier Albin Michel. Vous voyez que le format est le même carré. Un petit carré et puis un plus grand carré. Le carré, pour moi, a été... alors, il date de 96. Ça correspondait à peu près au CD, audio, comme format. Donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir rentrer dans un format carré. C'est très pratique parce qu'on met les tableaux en hauteur et les tableaux en largeur. Les petits et les grands formats. Il y avait quelque chose comme une unité. Et ce livre-là, en fait, je l'avais fait pour mes enfants. Il se trouve que j'ai grandi dans une famille très nombreuse. Je suis la dernière de 13 enfants qu'il a fallu occuper. Et mes parents avaient quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils avaient conscience qu'il fallait que les progénitures grandissent dans l'art. Donc nous avions à l'époque des livres d'art aussi grands que moi, aussi épais que moi, aussi lourds que moi, et nos parents nous demandaient de nous laver les mains avant d'ouvrir ces livres d'art. Et ces livres d'art étaient extrêmement bien reliés, magnifiques, assez intimidants, mais néanmoins, avant de rentrer dans le code écrit, je suis rentrée dans l'image, comme Mary Poppins pouvait se régaler en rentrant dans des images. Et pour moi, l'image, le tableau, je savais que j'avais un livre d'art entre les mains, et je savais que je ne savais pas lire tous ces mots, mais en revanche, je passais des heures et des heures à lire l'image. Et qu'on n'a pas besoin de texte pour lire une image. Il faut juste avoir ses yeux et parfois quelqu'un qui vous accompagne pour une balade dans cette image. Et j'ai eu cette éducation-là, très jeune, très tôt, et aussi la chance d'être allée toutes les semaines au musée, notamment au Louvre. Et puis, à partir de l'âge de 5 ans, papa avait un ami que tout le monde connaît ici, Pierre Belvès. Et Pierre Belvès, voyant papa avec tous ses enfants, a dit « Écoute, j'ouvre les portes de mon atelier à l'atelier des moins de 15 ans, qu'ils viennent. » Voilà, c'était encore aujourd'hui, comme aujourd'hui, un atelier très, très onéreux, très cher. On n'avait pas les sous pour payer cet atelier. Et très, très, de façon très généreuse, Pierre a ouvert la porte de cet atelier à plusieurs de mes frères et sœurs. Et moi, étant la dernière, je suis allée très tôt à ces cours. Et ça a marqué mon existence. Parce que finalement, rétrospectivement, quand je vois tout ça, je m'aperçois que non seulement j'avais un humus familial, mais qui n'était pas suffisant, et il a été vraiment extrêmement développé par ma pratique artistique et la bienveillance avec laquelle Pierre Belvès a pu accompagner chacun des enfants qui fréquentaient son atelier. Il m'a incontestablement appris à regarder en détail une œuvre et à m'ouvrir au monde à travers toutes les œuvres que j'ai pu voir pendant une dizaine d'années. J'y suis allée de 5 ans à 15 ans. Après, j'ai déménagé en province 2 ans avant de revenir à Paris. Et lorsque j'étais, pardon pour cette grande digression, mais vous allez comprendre, lorsque j'étais jeune maman, je me suis dit, aïe, 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 il y a un problème, je ne vais jamais pouvoir emmener mes enfants une fois par semaine au musée. Et ça me posait vraiment un problème parce que je savais à quel point j'avais été nourrie par cette nourriture-là intellectuelle, culturelle, combien ça m'avait ouvert à la géographie, à l'histoire, à plein de choses. Et je me disais que c'était un savoir universel que je voulais transmettre à mes enfants. Malheureusement, je n'avais pas le temps. Donc je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais leur faire des petits musées à thème. Je vais faire un premier musée des couleurs, puisque je suis peintre,
artiste, j'expose dans des musées, voilà, mes enfants m'ont vu, me voient tout le temps dans mon atelier, donc c'était un premier livre naturellement qui s'est imposé à moi, en leur disant, ben voilà, je vais vous décliner l'arc-en-ciel, un arc-en-ciel des peintres, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, et je vais rajouter les blancs, les noirs et les terres d'une palette de peintres. Et puis j'ai fait ma petite maquette, donc qui ressemblait tout à fait à ça, parce que j'ai fait 37 livres, dont 31 livres d'art, et à chaque fois je fais la maquette. Donc tu parlais de maquette, c'est très important. J'ai toujours conçu chacun de mes livres en maquette avant de les écrire. C'est un objet. Je les conçois, c'est très important pour moi. J'aime beaucoup l'interaction d'un livre, c'est-à-dire tourner une page. Qu'est-ce qui se passe avant la page qu'on a tournée? Qu'est-ce qui se passe après la page qu'on a tournée? Et ça, pour moi, c'est très important. Donc, je fais cette maquette, et puis je vais à un dîner d'amis, d'un ami pianiste. Et il se trouve qu'à ce dîner, il y avait pas mal de monde. Et je parle à ma voisine. Et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je dis, oh, bah écoute, je fais telle chose. Et puis j'ai fait un petit livre sur la couleur pour mes enfants. Elle me dit, ah bon, ça ressemble à quoi? Je lui dis, 36 peintres, 36 tableaux différents, une carte postale que j'avais mise, moi, j'avais collé des cartes postales, et puis un détail de cette carte postale avec juste le minimum, le nom de la couleur, un petit cartel avec le lieu de conservation, le titre, le nom de l'auteur. Et je lui dis, j'ai décliné l'arc-en-ciel, tout ça, ils sont super contents. Et puis j'en prépare un autre, là j'en fais un sur les animaux et tout. Il me dit, mais c'est génial ton truc, faut absolument que tu appelles ma mère. Je dis, ah bon, d'accord, qui est ta mère? Anne de Margerie. Je dis, bon, ok, elle fait quoi? Pour moi, j'étais vraiment dans autre chose. Hein, et elle dirige, elle est à la RMN, elle dirige les publications jeunesse. Je dis, ah bon, super, moi j'achète beaucoup de catalogues, mais je ne savais pas qu'il y avait les éditions jeunesse. Et elle me dit, mais surtout ne l'appelle pas avant 15 jours parce que c'est la fin ça va être les vacances, elle est épuisée, donc ne l'appelle pas avant 15 jours quand elle rentre de vacances. Ok. Donc le dîner se termine, elle me donne ses coordonnées. Le lendemain matin, 9h, le téléphone sonne. Bonjour Caroline Desnouettes, vous avez dîné chez ma fille hier. Il paraît que vous avez un livre sur la couleur intéressant. Est-ce que vous êtes libre cet après-midi? Alors là, j'avais une partie de mon cerveau qui disait oui, bonjour madame, très bien, avec plaisir, bien sûr, je vais vous rencontrer cet après-midi. Et l'autre côté de mon cerveau qui disait zut, il va falloir que je décale mon rendez-vous parce que j'avais un autre rendez-vous professionnel. Mais j'avais ma petite maquette, j'avais tout, donc ça me posait aucun problème. Au contraire, j'étais très honorée que cette dame veuille bien me recevoir. Et je rends hommage, puisque tu es là, Sophie, à Anne de Margerie, parce que je trouve ça dingue qu'un éditeur comme ça, rien quand, je sais pas comment elle a formulé, mais rien qu'en avoir l'appétit d'un livre comme ça. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce livre où il n'y a pas de mots, où c'est sur la couleur, voilà. Donc je la rencontre. Alors j'étais vraiment avec mon petit livre comme ça. Puis vous voyez, je suis pas grande. Voilà, j'ai un petit bout de bonne femme, un petit livre. Et puis j'arrive dans ce temple de la RMN, devant la papesse du livre d'art, parce que c'était quand même ça, dans un bureau où devant moi il y avait que des livres, à droite que des livres, à gauche que des livres, derrière moi que des livres d'art, évidemment, avec des gens très intelligents, très cultivés, très diplômés, qui ont fait plein de livres. Et je suis avec ma maquette, mon livre, et je la donne à Anne de Margerie, voilà, comme ça. Et puis le silence s'installe, elle feuillette, et puis je la vois sourire de temps en temps. Elle regarde, elle prend le temps de regarder, elle referme la maquette, elle me dit, Caroline, il n'y a pas beaucoup de mots. Je lui dis, oui, il n'y a pas besoin en fait.
Moi, et je lui raconte l'histoire du code écrit, du code de l'image, que j'ai su lire les images avant. Je dis, vous savez, j'ai fait les beaux-arts, je sais beaucoup de choses. Après tout, est-ce que c'est intéressant de savoir tout ça pour lire une œuvre d'art? Non, je ne pense pas. Et puis, je lui dis, mon idée, c'est vraiment de rentrer dans le sensible. Et j'ai envie de faire le musée des animaux. Je vais faire plein de petits thèmes comme ça. Il me dit, vous avez déjà publié? Alors, non, j'ai jamais publié. Bon, écoutez, moi, ça m'intéresse. On va le publier. Je dis oui, mais moi je voudrais faire une collection. J'ai tout de suite dit ah non, mais n'y pensez pas, Caroline, pas du tout, absolument pas, c'est pas possible. On va déjà voir ce que ça va donner. Et il a été édité, je pense, en 95, me semble-t-il, en septembre 95. En octobre, elle m'appelle et elle me dit, Caroline, on a tout vendu, on est en rupture de stock, donc on réimprime pour Noël. Et début 96, il a reçu le prix France Télévisions et ça a été le premier d'une longue série de livres où à chaque fois j'ai eu la joie de partager ma sensibilité. Tu disais très justement que c'est ton regard dans tes livres, c'est mon regard dans mes livres, et c'est chaque auteur partage son regard, ses connaissances qu'on a envie de dire. En tout cas, ces livres-là ont été traduits en pas une dizaine de langues. Il y a une dame sur un salon qui me disait j'adore vos livres parce que c'est de 2 à 102 ans. Vous faites beaucoup mieux que Tintin, de 7 à 77 ans. J'ai dit, pourquoi vous dites ça? Elle me dit, parce que on a toujours plaisir à les regarder, à les re-regarder. Et je disais, ça me fait plaisir parce que quand je les ai conçus, je les ai vraiment conçus comme une chanson qu'on a plaisir à réécouter, qu'on connaît par cœur, mais ça nous fait tellement plaisir d'entendre un petit mot ou de revoir un petit vers, un petit détail, un arbre, un sourire, un visage, quelque chose. Donc, que ces livres-là deviennent vraiment, font partie de votre sensibilité et de votre intimité. Ça m'intéresse beaucoup parce que pour moi, ce sont des œuvres très intimes. Donc, j'aime partager ça. Et puis, ces petits livres-là ont eu une aventure assez singulière aussi parce que il y a eu 9 titres et puis à un moment, je sais plus trop, quand il y avait 4-5 titres, c'était en 2003 je crois, j'étais aux États-Unis et à fêter le Nouvel An en 2002. À fêter le Nouvel An, voilà, et nouvelle année, le 2003, donc bonne année, champagne, etc. Puis je fais chin avec un monsieur et je dis bonne année. Alors il se salue, Bernard Bonnet, je dis Caroline Desnouettes, et il avale son champagne de travers, il crache son champagne comme ça. Il me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis je suis chez Hélène, mais nos amis communs. Mais tu sais que je vends tes livres comme des petits pains. Je dis mais non, qui es-tu? Alors j'ai dirigé Arcurial, la librairie Arcurial pendant des années, et maintenant je dirige la librairie du musée de Houston, 4e musée des États-Unis. Écoute. Tes livres, je les ai vendus à Arcurial comme je sais pas quoi. Aux États-Unis, ça se vend comme je sais pas quoi. Je suis tellement contente de te rencontrer. Je voudrais que tu fasses 2 livres pour le musée des Beaux-Arts de Houston. Donc, c'était intéressant de voir comment une petite collection comme ça a donné envie à d'autres de mettre en valeur leur collection. Et puis, au même moment, j'ai été approchée par une femme extraordinaire qui avait la seule librairie française de Taïwan, qui s'appelait la librairie du Pigeonnier du Quercy. Et cette femme est géniale, a traduit ses livres en chinois. Et elle était professeure de mandarin à Taïwan. Et elle m'a dit, Caroline, viens à Taïwan, etc. Donc je suis allée, bref. Elle me dit, tu sais, ces livres, c'est extraordinaire, parce que ce seront les livres pour mes étudiants. Parce que là-dedans, dans toute ta collection, on a toute notre culture. Et il y a quelques mots simplement, mais ces mots-là suffisent pour
aborder un tas de choses sur notre culture occidentale. Donc, ils auront le livre version français et le livre version mandarin, et c'est la seule chose que je leur demanderai d'avoir pendant toute leur année d'études. Et je trouve ça assez singulier comment une œuvre d'art dans un livre, comment ces petits objets qui peuvent sembler anodins comme ça ont une vie extraordinaire à travers le monde. Ils pénètrent dans les familles. J'espère toujours, à chaque fois que j'en fais un, je me dis, j'espère apporter de la joie comme tous les livres d'art m'ont apporté de la joie lorsque j'étais enfant, et singulièrement celui de Pierre Belvès, pour boucler la boucle. Voilà. Ça va ? Parce que je peux parler pendant une semaine, hein, donc faut m'arrêter. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si elle peut parler pendant une semaine, mais Caroline Desnouettes est très généreuse dans ses entretiens et j'en abuse un peu, et j'espère que tu ne m'en tiens pas rigueur. Non. Car je la sollicite souvent, j'avoue. Et donc, je vais laisser la parole, si elle le veut bien, à Sophie Laporte, qui est, vous l'avez peut-être compris, la directrice des éditions de la Réunion des musées nationaux, mais qui, il faut le préciser, c'est la directrice des éditions et des ateliers de moulage et de calcographie à la RMNGP, puisque vous aviez souligné l'interaction de ces deux aspects du département. J'avais trouvé ça fort intéressant. Donc, elle est directrice depuis décembre 2015, mais je précise que Sophie Laporte avait commencé sa carrière d'éditrice à la RMN en 2000, avant de travailler à Flammarion, où elle a dirigé le département livre d'art. Marie Cellier et Caroline Desnouettes ont bien voulu nous donner un peu un aperçu des premiers temps du développement du secteur de l'édition jeunesse de la Réunion des musées nationaux dans les années 90. Et Sophie Laporte va pouvoir évoquer pour nous quelques-uns des projets jeunesse actuels de la RMNGP. Peut-être en mettant l'accent sur leur interaction avec d'autres départements de la RMN. Pour ma part, ça m'avait frappé quand on s'était rencontrés, même si je vous laisse bien sûr le choix des projets que vous voulez mettre en avant. Égoïstement, je mets l'accent sur mes appétences subjectives et personnelles. Merci, et je lui laisse la parole. En tout cas, merci de m'avoir associée à cette table ronde, et puis je suis vraiment très heureuse d'intervenir respectivement après Marie et Caroline, et puis je pense que voilà, Anne de Margerie est très très présente dans cette salle, et c'était très bien de lui rendre hommage. Et puis comme on est beaucoup sur des histoires de transmission, parce que ça c'est un mot qui résonne beaucoup et qu'on a beaucoup entendu, voilà, rappeler ma petite histoire à moi, puisque j'avais commencé comme stagiaire à la RMN, et qu'à cette époque j'avais commencé à travailler sur du livre jeunesse avec Caroline. Donc c'était mes premières expériences, mes premières armes dans le livre jeunesse. Donc on boucle pas la boucle, puisque voilà, quand on fait ce métier, c'est un métier de conviction et on le fait pour longtemps. On se mobilise sur des sujets multiples, et comme on est dans ces sujets de transmission, on veille vraiment à ce souci des lecteurs, des publics, et à réussir à leur faire passer ces portes qui peuvent sembler intimidantes, que ce soit les portes du musée physique ou les portes du musée imaginaire sous la forme de livres. Et quels que soient ces musées imaginaires, ces musées de papier, quand on est éditeur à la Réunion des musées nationaux Grand Palais, tous nos livres sont des musées de papier, pour reprendre l'expression de Malraux, des musées imaginaires. Et l'important, c'est de pouvoir vraiment accompagner ces livres. Quand on est éditeur, on est une sorte de passeur, on est un peu un métier de l'ombre, et on est là pour valoriser des auteurs, des illustrateurs, des artistes, des concepteurs de livres, puisque voilà, on a aussi beaucoup parlé de graphisme et de la forme que prenait l'objet. Donc tout ça, c'est arriver à vraiment porter ces créations qui derrière traduisent des sensibilités qui vont permettre d'avoir un accès à l'art sans dogmatisme, sans être donneur de leçons, puisque voilà, on a aussi ce sentiment que c'est une matière qui peut être intimidante. Alors c'est vrai que quand je disais que c'était des histoires de transmission et donner cet accès à l'art, Marie parlait de la collection Mon Petit qui était destinée à des tout petits, mais moi cette transmission, je trouve qu'elle est
est très importante et elle se joue dans les familles, dans les écoles, etc. Et elle tisse des liens entre les générations. Donc pour moi, c'est important qu'on continue d'abord à faire vivre un fonds. On a vu toute cette richesse, donc c'est vraiment très important de pouvoir faire fructifier cela et lui donner de la visibilité. Et puis ensuite de l'enrichir par des nouveautés, donc effectivement aussi avec d'autres axes. Donc que ce soit à l'occasion d'expositions ou en présentation en lien avec des collections de musées ou des thématiques, de façon à pouvoir, là aussi, enrichir des approches et pouvoir décliner ça sur un spectre qui peut être plus large, qui peut donc aller vers les tout-petits, aller vers des publics un petit peu plus difficiles à saisir, qui sont des tranches d'âge un petit peu intermédiaires, et puis un livre jeunesse. Il séduit des enfants, il séduit des parents, il séduit des grands-parents. Et je rappellerai une anecdote qu'on a vécue, qu'on a partagée avec Marie, puisque on a publié ensemble, j'ai eu la grande joie de publier L'Arbre de Sauveau avec Marie et Charlotte Gasteau. Et à l'occasion d'une signature au musée Guimet, je ne sais pas si tu te souviens Marie, un monsieur avait acheté donc un certain nombre d'exemplaires du livre, et puis il en achète un dernier pour sa maman, qui avait plus de 90 ans et qui était atteinte d'Alzheimer. Et puis il nous a envoyé à la suite de ça un petit mot absolument formidable, dont je ne pourrais pas vous redonner les termes exacts, mais c'était extrêmement émouvant, où il disait combien ce cadeau avait fait plaisir à sa maman, qui l'avait pris en main, qu'il avait lu, qu'il avait relu, mais surtout qu'il avait touché, qu'il avait caressé. Et ce livre est une histoire fondamentalement de transmission entre une grand-mère et sa petite-fille, et avec des savoir-faire derrière. Et donc cette dimension de savoir-faire, pour moi, elle est aussi très importante dans ce métier, qui est le métier du livre, qu'on partage tous, pour la forme que prennent ces objets. On est aussi sur une façon de... on est sur un domaine éminemment sensible. Ça se touche, ça se respire, bien sûr, ça se regarde. L'entrée se fait par les mots, elle se fait aussi par des images. Mais ce sont des objets qui restent dans les familles, qui se transmettent. Et c'est vraiment important d'avoir cette dimension d'objet, de savoir-faire et de transmission d'une forme de beauté, ou en tout cas d'appréciation esthétique et d'école de liberté quelque part, pour arriver à donner des clés pour s'en saisir et ne pas se créer de freins comme ça a priori. Donc aujourd'hui, effectivement, on prolonge ce travail avec différents axes. C'est vrai, quand on est éditeur dans une maison comme la Réunion des Musées Nationaux, par rapport à une maison d'édition plus classique, on est dans un écosystème qui permet d'avoir accès à différents métiers, puisqu'à côté de nous travaillent des gens qui montent des expositions, des personnes qui sont spécialisées de médiation, donc qui vont créer des ateliers pour les enfants, des cours d'histoire de l'art, des parcours spécifiques dans les expositions. Il y a un département qui s'occupe du numérique. Et tout ça, ça permet aussi d'enrichir nos métiers. Il y a de la création de contenu dans ces différents domaines. Et c'est aussi la grande possibilité, la grande richesse de cet écosystème, que de pouvoir rebondir sur ce qui se fait dans ces différents champs. Alors c'est vrai que il nous est arrivé récemment, par exemple, de travailler avec les équipes de la médiation, donc qui donnent des cours d'histoire de l'art au Grand Palais, donc des cours d'histoire de l'art en famille, donc qui associent de l'histoire de l'art en tant que telle, de la découverte des œuvres, et puis des ateliers, donc vraiment de la création manuelle, etc., etc. Et donc on a lancé une collection qui s'appelle Des Jeux de l'art, une histoire, qu'on travaille avec les éditions Minus. Et ensuite, donc il y avait 3 titres qui étaient sortis l'année dernière, 3 nouveaux qui sont sortis cet automne, et il y a tout un travail qui est fait avec les responsables de la pédagogie, donc aussi bien au sein de la RMN qu'au sein de musées partenaires avec lesquels on travaille aussi sur ces collections. Et donc ces collections, on retombe sur les formats carrés, je pense qu'il y a quelque chose d'assez fort qui reste derrière, et
ces livres avec une veine graphique assez marquée. On les reconnaît, et c'est pour ça qu'on est aussi allé travailler avec Minus par rapport à cette touche qu'ils pouvaient donner, alterne, comme le nom l'indique, du récit, donc avec du feuilleton, et puis des jeux, donc de façon à pouvoir s'emparer de la matière. Et il y a une grande place qui est faite au côté justement ludique, à l'humour, au second degré, parce que ça, je trouve que c'est vraiment une intelligence très forte de l'enfance que d'avoir cet accès au second degré, et que il faut vraiment ne pas hésiter à s'en emparer pour en faire quelque chose d'extrêmement créatif et d'extrêmement vivant. Donc ça, c'est un exemple que je peux vous donner. Il y a d'autres livres sur lesquels on a travaillé récemment. Par exemple, on a travaillé avec Gérard Le Monaco à Orsay. Et là, donc Gérard Le Monaco, qui est un des grands spécialistes du pop-up. Et donc là aussi, on parle de forme du livre et vraiment d'objets. Et ce qui nous avait semblé intéressant, donc on a fait 2 pop-up, un sur Pompon et un sur la danse à l'occasion de l'exposition de Degas. Et là, on vient de sortir un nouveau titre qui s'appelle Pompon mes pochoirs, donc qui est sorti au mois de novembre, donc c'est tout récent. Ce qui nous avait semblé intéressant, donc dans les 2 premiers, c'était de pouvoir approcher ces 2 notions qui sont le mouvement dans l'art et le volume dans l'art. Donc pas forcément par des mots, justement, mais vraiment par la forme de l'objet livre, et donc avec une attention toute particulière à sa fabrication, puisque concevoir un pop-up, c'est vraiment un travail d'ingénierie papier et de mise au point très, très progressive, donc avec beaucoup de tests papier, machine, des impressions avec des encres colorées, bien sûr, mais avec des tons fluo Pantone qui viennent rehausser les couleurs et des jeux d'ombre colorés derrière ces pop-up. Donc tout ça, ce sont des petits détails, mais notre métier est dans les détails, donc c'est vraiment, c'est pour ça que j'insiste un petit peu en vous décrivant cela, à défaut d'avoir amené les livres avec moi, mais comme on n'est plus au bureau, on n'a plus tous nos livres sous la main. Et puis, du côté de Pompon mes pochoirs, donc comme Pompon est un peu devenu l'emblème du musée d'Orsay à destination des enfants, c'est un petit peu leur mascotte. Donc on a travaillé encore cette ligne-là, et donc c'est un livre avec des découpes dans les pages qui permettent de glisser des feuilles dessous pour faire des petits patrons, donc pour en faire des pochoirs, des doudous, des emporte-pièces pour faire des petits gâteaux, tout ce que vous voulez. Et derrière, en fait, se cache un imagier avec là aussi un univers chromatique extrêmement subtil et sensible, comme Gérard sait les imaginer. Voilà, donc ça c'est deux exemples, mais je citerai un autre exemple qui n'est pas à proprement parler une collection jeunesse, mais qui est une collection familiale, et elle est née d'une proposition qui m'a été faite par un auteur, Vincent Brockviel, suite à des visites qu'il faisait dans les musées avec sa nièce, et qui lui posait régulièrement la question « mais pourquoi c'est connu ?» Et donc on a proposé cette collection. Donc on a travaillé d'abord avec le musée d'Orsay, donc sur ces livres Pourquoi c'est connu, donc avec une approche justement volontairement désintimidante sur l'art, un petit peu toutes les questions que vous avez jamais osé poser, que vous êtes autorisé à poser, sur le prix d'une œuvre, sur pourquoi elle était connue à une époque, elle l'est plus du tout, ou au contraire, elle est revenue en grâce, on va dire, avec des quiz, un quiz des cracks, puisque Vincent me disait, moi j'aime bien réviser, donc quand j'ai vu quelque chose, je révise, voilà. Donc, et vraiment un ton dans la façon de présenter les œuvres quelque peu désarçonnant. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir quand on présente ces livres à des conservateurs très très sérieux, la réaction qu'ils ont. En fait, ils se prennent au jeu et commencent à feuilleter, et ils ne peuvent plus s'arrêter. Et donc je me souviens avoir présenté ce livre à Jean-Luc Martinez, donc le président du Louvre, qui l'a retourné, qui m'a dit « mais c'est très bien ça, 1990, vous me le faites pour quand ?» Voilà. Donc ensuite, on a fait celui du Louvre. Cette année, on vient de faire celui de Pompidou, et on va continuer. Mais ça me semblait intéressant de citer aussi cette collection, puisque, encore une fois, ce n'est pas une collection destinée spécifiquement à la jeunesse, plutôt familiale, mais ça permet de toucher des cibles un petit peu plus difficiles à toucher, et parce que ce sont des livres qui se passent dans les familles, ou qu'on laisse traîner sur une table, on s'en saisit, etc. etc. Voilà, donc je voulais peut-être insister là-dessus, parce que ça me semble aussi un rôle fondamental de l'éditeur.
Est-ce que je peux juste dire, avant que tu parlais de prix, 10 €. C'est quand même formidable, je trouve, de faire des livres d'art pour 10 €. Hein, je ne sais pas si on peut encore le faire, parce que j'ai l'impression que le prix des livres d'art augmente, parce que les tirages sont de plus en plus courts. Hein, mais voilà. Merci beaucoup, et effectivement d'avoir souligné cette question de la transmission, du public familial dont on a parlé. Bien aussi, Marie Cellier et Caroline Desnouettes ont aussi posé cette question-là. Et effectivement, il y a des livres pour enfants, mais il y a des livres familiaux. Et comme on l'a souligné durant ces 2 journées, les livres pour enfants sont aussi des livres pour les parents, des livres pour la famille, hein, bien sûr. Et j'apprécie aussi l'accent que vous avez mis sur le livre-jeu. Et je m'aperçois qu'on n'en a pas parlé durant ces 2 jours, et alors que c'est une forme extrêmement importante, bien entendu. Et je vous remercie de permettre, in extremis, en somme, de ne pas oublier ce genre si populaire et puis qui fonctionne très bien. Hein. Et je vais passer la parole, et je pense que je lui laisserai ma place aussi, sauf s'il est bien là, pour qu'il soit plus visible, à Didier Barrault. Voilà. Petit jeu de chaises musicales. Alors, durant ces 2 jours, et c'était le thème du colloque, on a beaucoup entendu des acteurs de musée, bien sûr. Et la table ronde nous a permis d'explorer un petit peu différentes facettes, différentes collections de la réunion des musées nationaux pour le moment. Et ce qui fait que je tenais à donner la parole à un éditeur indépendant et pas des moindres, puisque Didier Barrault est le fondateur de Palette en 2003, qu'il a dirigé jusqu'en 2016. Il est aujourd'hui éditeur indépendant. Et il développe en ce moment, entre autres, je suppose, la collection En Chemin chez Azan Jeunesse, pour souligner un de ses projets actuels. Il a été aussi directeur éditorial pour Mango ou pour Le Seuil Jeunesse. Bien souvent, en fait, quand on rencontre une collection ou un secteur en train de se développer sur l'art pour la jeunesse chez un éditeur, il faut chercher si Didier Barrault n'est pas quelque part, en fait. Alors, je vais demander de répondre à une question redoutable. Je l'appelais pour lui dire, mais... vous allez m'expliquer comment le livre sur l'art pour enfants peut être un musée imaginaire, ce qui est quasiment lui déléguer toutes mes recherches. Je trouve que je sollicite beaucoup Didier Barrault. C'est le premier que j'ai été voir quand j'ai commencé à me poser des questions. Et dès que je me pose des questions, je vais souvent le voir lui aussi. Donc je l'ennuie à nouveau. En somme, la question que je souhaiterais lui adresser, c'est... quel rôle le livre d'art pour enfants peut jouer dans l'initiation artistique d'un enfant, et puis à quelles conditions, selon lui. Dites ainsi aussi, ça reste assez redoutable, mais j'ai toute confiance en Didier Barrault. Et je lui laisse la parole en le remerciant chaleureusement. Merci beaucoup. Sur ce sujet, le livre... On m'entend ou pas? Oui. Sur ce sujet, comment le livre d'art peut être un musée imaginaire, je pense que Marie, Sophie et Caroline ont en partie répondu. Il est vrai que voir une œuvre in situ est préférable, mais quand on habite loin d'un musée ou d'une fondation, il est très difficile de s'y rendre, par exemple. Et là, un livre d'art est une sorte de vecteur, et vous parliez de transmission, est un transmetteur de ce qu'on ne pourra pas voir, par exemple. Le livre, à mon sens aussi, avec des images qui sont fixées à l'intérieur, est plutôt très important, puisque les images sont habituellement associées à des textes. Bon, c'est une banalité ce que je dis, mais c'est-à-dire que vous allez dans un musée, vous êtes attiré par une collection ou une autre, ou alors vous promenez dans le musée, disons le Louvre, et vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Ou alors vous ne savez pas du tout, vous ne connaissez rien, disons, aux arts plastiques. Bon. Ce qui va vous renseigner en fait sur ce tableau, c'est
un cartel qui fait quelques lignes et qui a des indications techniques. Le nom de l'auteur, le nom de l'œuvre et sa date de production. Le livre en cela est essentiel et nécessaire par rapport à ce silence qui peut se dégager d'un tableau. C'est-à-dire que les auteurs, les éditeurs sont là pour vous en donner plus, vous transmettre quelque chose, une information qui peut être là aussi technique. Vous parlez effectivement de l'auteur, du peintre ou du sculpteur, mais aussi aborder son œuvre ou ses œuvres d'une manière sensible. Voilà. Donc je viens à ça et je remonte un peu plus loin, avant la création de Palette. Alors effectivement, j'ai dirigé éditorialement les éditions Mango. On a fait quelques belles coéditions avec les RMN et du temps de Anne de Margerie. Ce soir, ce sera son hommage. Voilà, et hommage tout à fait légitime. Et donc, ces livres avaient bien fonctionné. Alors là, je parle de ça, c'était dans les années 95-94. Le livre d'art était encore un marché, je parle de marché, je suis désolé, un marché encore balbutiant, si je puis dire. Il y avait eu effectivement le livre de Pierre Belvès chez Nathan, je pense, qui datait des années début 60 ou fin 50. 65, et c'était Gauthier Langros. Ah, c'était Gauthier Langros, je me trompe. Oui. Voilà. Et j'avais eu le bonheur quand j'étais lycéen, mais je pense pas que ça soit la première édition. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que j'étais au collège et en fait, le collège nous avait distribué à tous les élèves ce livre-là. C'est-à-dire que pour la majorité des élèves, on ne savait pas ce qu'était l'art. Et il est vrai que ce livre, pour moi, a été un choc. Mais je cesse cette digression pour parler du livre d'art dans les années 94, 95, et je me répète, c'était un marché assez balbutiant. Alors, il y avait de la part de l'ARMN des débuts de collection ou des envies de transmettre, de créer des livres d'art pour la jeunesse. Certains éditeurs s'y sont aussi essayés. À l'époque, il y avait Bayard, Nathan et autres. Et voilà. Quand je suis parti de Mango en 2001, je pense, moi j'ai toujours... j'ai deux filles qui sont grandes maintenant, mais quand elles étaient petites, parce que, bon, vu ma formation, diplômée des Beaux-Arts, voilà, comme Caroline, j'ai toujours été très intéressé, évidemment, par le domaine de l'art, et j'emmenais fréquemment, régulièrement mes filles dans les musées ou dans les expos, en les tirant un peu parfois par les cheveux, parce que à 5-6 ans, c'est pas leur intérêt premier. Mais bon, et ça c'est vraiment une anecdote. Et c'est peut-être ce qui a fondé aussi Palette, c'est que je leur parlais comme ça au creux de l'oreille. J'ai essayé d'expliquer les tableaux, les symboles qui pouvaient s'y trouver, des symboles historiques ou voire des symboles religieux, voilà. Et je me suis dit,
tiens, pourquoi parler seulement à l'oreille de mes filles et ne pas parler au plus grand nombre? Et c'est ce qui m'a décidé à monter les éditions Palette. Alors, effectivement, je n'étais pas le premier à faire du livre d'art sur le marché français, mais en tout cas, je consacrais cette maison d'édition au livre d'art. Voilà, pas d'album, pas de fiction, pas de roman, seulement du livre d'art. Je prends un peu d'eau. Bon, après, alors, comment trouver des angles, pas forcément originaux, puisque beaucoup de choses avaient été faites via Marie ou Caroline, mais je m'étais dit à l'époque, il faudrait décomplexer les enfants par rapport aux livres d'art. Je me suis j'ai très rapidement et à l'instant même changé d'avis. C'est-à-dire que c'est pas les enfants qu'il faut décomplexer, c'est surtout les parents. On en parlait tout à l'heure, et il est vrai que les parents, beaucoup de parents disent ah non, l'art c'est pas pour moi. J'ai vu, pour encore une anecdote, des parents tirer leurs enfants hors de mon stand à Montreuil, par exemple, en disant mais non, qu'est-ce que tu vas tomber, alors que l'enfant regardait, feuilletait, voilà. Et il est vrai que les enfants, peut-être jusqu'à un certain âge, n'a pas ce complexe, c'est-à-dire que il a un regard neuf, vierge, par rapport à tout ce qui peut lui être présenté, et donc à des images sur l'art. Voilà. Et donc j'ai tenté d'éviter une ornière qui était assez fréquente à cette époque, je ne cite personne, qui était fréquente à cette époque, c'est que on faisait une monographie, sur, je ne sais, Van Gogh, Magritte ou autre, etc. Certains éditeurs s'attachaient, comme si eux aussi étaient complexés, s'attachaient à via leurs auteurs, s'attachaient à expliquer, à donner plus de valeur à la biographie de l'artiste que de rentrer dans son œuvre. C'est-à-dire que d'une manière... voilà. Et donc, pour moi, c'était une sorte de paradigme. Il fallait plutôt écarter l'aspect biographique d'une œuvre dans une monographie, mais plutôt s'attacher d'une manière sensible, on en parlait tout à l'heure, d'une manière sensible dans ses livres. Et il s'est installé finalement une façon de parler, une façon d'écrire que Palette a un peu demandé, sans les obliger, mais demandé à ses auteurs pour que ils puissent non pas rentrer dans un moule, mais se débarrasser de certains présupposés, de se débarrasser, par exemple, de cet aspect biographique. Et je leur demandais de revenir sur un état natif, un état de curiosité, c'est-à-dire
dégagez-vous de tout ce que vous savez, et comme un enfant, redécouvrez peu à peu une œuvre pour la transmettre à justement ses enfants. Et voilà, donc c'était sa palette, si je puis dire, et je crois qu'on a publié effectivement entre 2003 et 2016, on a dû publier 250 titres. Titres qui vont effectivement des plus petits, par des livres cartons, jusqu'à des livres qui s'adressaient à des lycéens, voire des jeunes adultes. Voilà, et nous, on reprenait les codes aussi, c'est marrant parce qu'on parlait de livres-jeux, Sophie en parlait tout à l'heure, en reprenant tous les codes de l'édition. C'est-à-dire que on faisait des livres-jeux, des livres stickers, des livres pop-up, voilà, et sur différentes tranches d'âge. Voilà, nous étions je crois que Palette est toujours le seul éditeur qui ne publie que du livre d'art encore aujourd'hui. Caroline, vous parliez des ventes à l'étranger. Pour nous, c'était très compliqué. Parce que l'édition d'art pour la jeunesse française bénéficie de tout un maillage, et on parlait tout à l'heure de l'école, mais de tout un maillage d'écoles, de bibliothèques, de centres de documentation qui nous aident par leur acquisition, par leurs achats, qui nous ont aidés à pouvoir avoir cette ambition, parce que je crois que on publiait, on a été jusqu'à publier une vingtaine de livres par an, donc indépendamment de les créer, de les faire et de les concevoir, de les faire et apporter beaucoup de soins d'ailleurs à la maquette et à la fabrication, et plutôt beaucoup d'originalité. Voilà. Donc, je rentre un peu aussi dans la cuisine parce que un livre d'art coûte, jeunesse, hein, mais bon, adulte probablement, un livre d'art jeunesse coûte très cher. Et on ne peut pas... Marie, tu disais qu'effectivement 10 euros, c'était bien, parce que c'était pas cher, mais Palette ne pouvait pas se permettre de vendre un livre à 10 euros. Puisque en termes de production, c'est-à-dire sur le budget d'un livre général, hein, où on compte les auteurs, bien évidemment, la fabrication, la maquette, etc. Mais en termes d'iconographie, les livres coûtent plus de 40% de la production. Le coût de l'iconographie, oui, coûte plus de 40% de la production. Donc voilà, c'est un métier, éditeur de livres d'art, mais même pour les institutions d'ailleurs, c'est toujours une sorte d'équilibre entre le souhait, la volonté de ne pas vouloir que ce livre soit accessible au plus grand nombre, mais il y a un moment donné où on est devant une réalité, où on ne peut pas vendre entre guillemets à perte, et puis ce serait un équilibre
économique qui serait très fragile. Toi, tu as eu le courage de faire beaucoup d'art contemporain. Et c'est pour ça aussi que c'était plus cher. Moi, j'ai énormément d'œuvres qui sont tombées dans le domaine public. Donc, c'est vrai que c'était un courage de faire ça. Et bien sûr, ça se ressent économiquement. On ne peut pas faire un livre bon marché quand il y a des droits à verser à la fois au photographe et à l'artiste. Oui, oui. Alors, j'ai envie de te dire, c'est pas les livres d'art contemporain qui nous coûtaient les plus chers. Ce qui nous coûtait le plus cher, ce sont, alors effectivement, les demandes en pourcentage et en coût des ayants droit. C'est-à-dire que Matisse, Miro, voilà. Oui, mais ça, j'appelle ça de l'art moderne. Enfin, je parlais de tout ce qui n'était pas tombé dans le domaine public. Oui, voilà, oui, c'est oui. tout. Ah, non, je contemporain et moderne. Ouais, voilà. Et effectivement, dès lors qu'il faut verser aux ayants droit, ça coûte les yeux de la tête. Hein. Les yeux de la tête. Hein. Et quand un peintre tombe dans le domaine public, on ouvrait le champagne à l'époque. Oui. Hein. Oui. Et c'est dommage, et c'est pour ça qu'il y a peu d'éditeurs, enfin, et toi tu en étais un, qui n'avaient pas peur de mettre des toiles à la fois alors, modernes et contemporaines, mais de moins d'artistes ayant vécu, étant morts il y a moins de 70 ans. Oui, bien sûr. Et on essayait de faire, d'ailleurs en parlant d'art moderne et contemporain, on essayait chez Palette toujours de faire une sorte de mixte, c'est-à-dire que sur un livre, je sais pas, généraliste sur les couleurs, par exemple, ou les formes ou autres, on essayait toujours, effectivement, mais ça c'était pas tant pour un problème de coût, c'était pour présenter un paysage, une sorte de palette, sans jeu de mots, de ce qui peut être l'art. Donc, effectivement, nous choisissions, enfin, l'auteur choisissait des œuvres classiques, mais jusqu'à des œuvres d'art moderne et d'art contemporain. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit ? Pas tout, mais alors, sans doute pas, mais alors, j'aurais une question peut-être pour Yves Sellier, c'est est-ce qu'on peut avoir le chat ? Est-ce qu'il y a des questions sur le chat ? À ce moment-là, je vais peut-être me déplacer pour voir s'il y a des questions du public en ligne. Pendant ce temps, la salle peut bien sûr poser des questions si elle le souhaite. Donc pour le moment, il n'y a pas de questions sur le chat. Si la salle n'a pas de questions, moi, bien sûr, j'en ai. J'en ai beaucoup. Et peut-être... Alors, il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais revenir, mais c'est parce que je vois aussi le livre sur le street art de Caroline Desnouettes dont elle n'a pas parlé, et puis lié aux différents entretiens que j'ai eu le bonheur d'avoir avec les uns ou les autres. C'est Caroline Desnouettes, quand on avait échangé brièvement sur cette table ronde, soulignait qu'il y avait un QR code. Et en fait, c'est un point non plus qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder dans ces journées, donc c'est un peu présomptueux de se dire qu'en 10 minutes, on va traiter du numérique et du livre augmenté, mais ne serait-ce que pour ouvrir la porte dans cette table ronde. Vous avez... J'en ai parlé avec tous qui ont des points de vue différents. Il y a un QR code là. Je sais, Marie Sellier a eu une expérience très intéressante pour les livres qu'elle avait réalisés avec Nathan. C'était pour 10 tableaux et un ballon rouge. Il me semble que c'était pour mes 10 premiers tableaux, excusez-moi. Une expérience d'application tout à fait pionnière.
à cette époque, dont vous étiez d'ailleurs pas complètement satisfaite, mais d'une façon tout à fait intéressante. Je sais que j'ai évoqué ce problème aussi, cette question avec Didier Barrault, et puis que avec Sophie Laporte, justement, vous aviez souligné une expérience de livre augmenté pour une exposition elle-même augmentée sur Pompéi. Donc, je lancerai cette interrogation pour finir et ne pas abuser de l'accueil chaleureux de la médiathèque. Donc, je ne sais pas qui souhaite se lancer en premier sur ce sujet fort vaste. Or, personne ne pense que le numérique va absorber le livre, mais le numérique augmente, modifie un peu, nous permet d'avancer, d'inventer peut-être de nouvelles choses pour de nouveaux publics. Peut-être que Caroline veut commencer pour évoquer ce QR code, justement. Oui, très bien, avec plaisir. Donc, dans ce dernier livre qui est paru chez Albin Michel, c'est une série où, il y a 0 texte. Vous avez compris à quel point je souhaitais que le texte passe en second et que l'image prime. Alors, de prime abord, il y a pas, mais en fait, il y a des choses intéressantes quand même là-dessous. Dans toute la partie écrite, dans ces volets, il y a une approche sensible des œuvres. As-tu remarqué, sais-tu que, compte combien, voilà, comme si j'étais avec le lecteur à côté de lui, à savourer ses œuvres, à se questionner dessus. Dans la deuxième partie de cet ouvrage, donc de cette collection, il y a une partie, qui s'appelle la galerie. Nous y sommes. La galerie qui est une sorte de sommaire où on reprend les 42 artistes de street art qui apparaissent dans ce livre chronologiquement. Et puis, derrière la partie sensible, il y a une partie documentée. Donc documentée sur chaque œuvre. En fait, j'ai fait ces livres, tous ces livres-là, un peu comme dans la vraie vie. Quand on rencontre quelqu'un, pour moi, c'est comme quand on rencontre une œuvre. On ne connaît rien de cette œuvre, et puis on est sous le charme, et puis on s'approche, et puis on se questionne, on le regarde, voilà. Et puis peut-être on rentre chez soi, et puis on va regarder dans des bouquins, mais qui est ce peintre, qui est cet artiste, qu'est-ce qu'il a fait, quand est-ce qu'il a vécu, quelle technique. Voilà. On apprend à se connaître, on apprend à connaître l'œuvre. Il faut jamais oublier qu'il y a quelqu'un derrière une œuvre et c'est une rencontre, c'est vraiment une rencontre même si l'artiste n'est plus là. Et donc voilà, j'explique un peu tout ça de façon documentaire et approfondie. Il m'a semblé très intéressant pour ce sujet, le street art, de pouvoir montrer en fait une première vidéo qui est une vidéo où on voit le street art à l'œuvre. Comment, dans la rue, ces œuvres éphémères, parce qu'il n'y avait pas le côté éphémère de ces œuvres dans mon livre sur le street art. Donc je voulais à un moment qu'on le perçoive. Et la meilleure façon que j'ai trouvé de le percevoir, c'était d'avoir ce lien sur cette vidéo très intéressante, qui est un photographe qui a planté son appareil photo sur la maison de Gainsbourg pendant 1 an, à côté d'Orsay. Et chaque jour, il a fait une photo. Et il a monté cette succession de 365 photos dans une courte vidéo où on entend une chanson de Gainsbourg et on voit là le street art à l'œuvre et ses couches successives qui viennent modifier la façade. Et je trouvais ça éminemment vivant comme le street art. Moi-même, je fais du street art, donc j'étais très sensible au côté éphémère de cet art. Et quand j'ai proposé à Albin Michel, ils m'ont dit ouais super. Et puis je lui dis écoute, il y a un type qui fait un truc dingue là. Et alors l'autre lien, c'est là-dessus, c'est sur un artiste qui a commencé à bidouiller dans sa cuisine des petites LED, des petits panneaux de LED comme ça, qui s'allument lorsque vous mouillez les LED, ça s'éclaire. Et depuis, il y a des murs entiers de LED qui sont faits comme ça. Et
et moi-même, j'ai éprouvé ces murs de LED puisque j'ai dessiné dessus avec de l'eau. Et c'était formidable comme expérience artistique et éphémère aussi, puisque les LED s'éteignent lorsque c'est plus humide. Donc quand ça sèche, vous voyez votre œuvre qui comme ça s'éteint petit à petit. Donc il me semblait que c'était important pour ce sujet-là de pouvoir partager ces deux liens qui, moi, m'ont enchantée. Donc c'était une façon de donner une autre vision et très importante pour le street art, à savoir le côté éphémère de tout ça. Voilà. Merci. Alors, est-ce que, Marie Sellier, vous souhaitez peut-être évoquer cette expérience d'application? Donc là, c'est différent. C'était une adaptation numérique d'un livre existant. Et j'avais trouvé, quand vous l'aviez évoqué, que ça pointait bien des problématiques que l'édition classique, Nathan en l'occurrence, pouvait avoir en se confrontant à des projets numériques. Oui, c'était un très... Je me souviens plus, j'ai essayé de retourner. Oui. Je me souviens plus très bien en quelle année ça avait été tenté, mais c'était tout à fait au début du livre numérique, et donc à partir d'un livre que j'ai publié chez Nathan, mes 10 premiers tableaux, c'était formidable. Vraiment, c'était formidable. La voix était formidable, le petit jingle, bien. Simplement, il y avait des bugs. Il y avait des bugs et Nathan n'est pas allé tout à fait jusqu'au bout de l'expérience, sans doute parce qu'il n'avait pas les personnes nécessaires pour ça. Ils se sont aussi aperçus que ça coûtait fort cher parce que non seulement l'auteur était déjà payé, puisque moi j'ai absolument rien touché dessus, hein, le livre existait, mais il fallait payer le musicien, il fallait payer les équipes techniques pour mettre en forme le livre et ensuite entretenir en fait, hein, parce que tout bouge avec les technologies. Je le vois parce que là je travaille un peu pour Orsay, puis avec un réalisateur formidable, et une maison de production, et ils sont toujours en retard pour mettre à jour les applis, hein. Donc ils ont des lettres ou des messages de lecteurs en disant mon appli Pierre et le Loup par exemple ne fonctionne plus. Et là ça prend du temps, ils sont sur d'autres projets, donc c'est à la fois chronophage et extrêmement onéreux. Et donc ça s'est arrêté malheureusement parce que c'était un petit bijou, ce livre. Voilà. Merci beaucoup, et ça me permet de me tourner vers Sophie Laporte qui mène des projets divers de livres augmentés sous différentes façons, et donc je pense qu'elle pourra souligner à quel point c'est onéreux, compliqué, et peut-être qu'elle se dit mais pourquoi est-ce que je le fais? De toute façon, produire un livre, ça a un coût, on ne va pas se le cacher, et c'est aussi le métier de l'éditeur que d'avoir cette force de conviction, je le disais, pour mener à bien des projets et faire ce qu'ils réussissent à exister. Donc, pour revenir sur le livre, alors je dirais pas numérique, je dirais augmenté, parce que les dernières productions qu'on ait portées, donc vous faisiez allusion à ce qui s'est passé à l'occasion de l'exposition Pompéi, qui était elle-même un nouveau modèle d'exposition testé au Grand Palais, donc qui mêlait de la présentation d'œuvres et puis beaucoup de dispositifs numériques qui se voulaient totalement immersifs, avec des déclenchements d'éruptions du Vésuve toutes les demi-heures, beaucoup de dispositifs, etc. Et donc, dans un premier temps, on s'est posé la question du catalogue, donc le livre qui est au cœur de tous les sujets d'exposition.
Et là aussi, on avait vraiment le souci des publics qui étaient plus familiales pour cette exposition, qui étaient aussi plus jeunes, sur des sujets à la fois archéologiques. C'était l'idée de présenter dans cette exposition le résultat des dernières fouilles et des dernières découvertes. Donc un sujet qui peut être technique, qui peut parfois être aride, qui n'est pas forcément toujours très photogénique. Et en même temps, derrière, tout un fantasme de Pompéi et comment on allait pouvoir s'emparer de ça. Donc on avait toutes ces données un petit peu en tête. Donc ce qu'on voulait faire, vraiment, c'était un livre qui se tienne en tant que livre. Et on s'est posé la question des contenus augmentés ensuite. Et on a vraiment voulu lui donner une dimension immersive déjà dans sa structure de livre. Donc comment on travaillait les textes et les différents niveaux de texte, donc avec des entretiens, avec vraiment un développement de la narration dans le rythme, dans le chemin de fer, dans les séquences images. On a fait des grosses recherches iconographiques qui allaient au-delà de ce qui était présenté dans l'exposition. Donc par exemple, il y a des photographies de fouilles anciennes qui sont traitées de façon très cadencée dans la maquette. Donc on a un petit peu l'impression d'avoir un résumé en images. Donc ça donne quelque chose finalement de très très vivant. Et également tout ce qui avait trait à, encore une fois, cet imaginaire pompéien. Donc que ce soit par des merveilleux dessins qui avaient été faits par les artistes quand ils allaient sur place à l'occasion du Grand Tour et qui sont conservés aujourd'hui à l'École des Beaux-Arts, ou des affiches de films, ou des œuvres des artistes pompiers du 19e siècle. Donc c'est toute cette matière qu'on a travaillée autour de ce livre pour emmener le lecteur, et on s'est dit derrière, qu'est-ce que le numérique peut apporter de plus. Et donc là, on a travaillé un livre avec, effectivement, à partir de l'application du Grand Palais, donc ce qui permet pour nous d'avoir un applicatif qui est pérenne dans le temps. Et donc vous posiez la question, comment on entretient derrière ces contenus, et donc qui est régulièrement mis à jour. Donc ça permet d'avoir un petit peu plus de pérennité, même si on sait que c'est des techniques qui évoluent sans cesse. Donc c'est un livre qui fonctionne par de la reconnaissance d'images, et en passant votre téléphone après avoir chargé l'application sur certaines images, ça déclenche des contenus additionnels, donc qui sont des entretiens avec vraiment les archéologues, donc qui donnent l'impression d'y être. En plus, donc Massimo, le directeur du site de Pompéi, alors vous l'avez peut-être vu dans le documentaire qui a été diffusé sur Arte, il sait se mettre en scène, et il sait porter les choses, mais aussi des images ultra haute définition qui permettent d'aller zoomer dans les fresques et là aussi d'avoir l'impression d'y être. Donc tout type de contenu complémentaire de cet ordre, mais qui fait que plutôt que d'avoir, on voulait surtout pas avoir un effet gadget qui s'épuise, mais que ce soit vraiment quelque chose qui vienne en plus et qui ajoute. Et puis à côté de ça, alors c'était pas la première collaboration parce qu'on avait déjà travaillé avec eux et on continue de le faire. On a travaillé avec les éditions animées pour un livre de coloriage animé comme ils savent très bien le faire. Ils ont développé ces collections et ils ont eu le prix de l'innovation l'année dernière pour cette collection. Et donc on a travaillé un volume avec eux sur Pompéi. On en avait fait également à l'occasion de l'exposition Toulouse-Lautrec et à l'occasion de l'exposition Léonard de Vinci. Et puis on a d'autres projets avec eux parce qu'on trouvait que c'était aussi une manière de allier le livre et une autre façon de s'approprier des médias plus actuels ou en tout cas plus récents et de concilier les deux, sachant que ce qui nous avait aussi séduit dans l'approche des éditions animées, c'était que pour eux, derrière c'est du faire, c'est de l'activité qui peuvent rassembler la famille ou qui peuvent se faire aussi dans des classes. Donc il y a cette dimension, on n'isole pas des enfants sur un écran et qui ont déjà trop tendance à être captifs et captés. C'est quelque chose qu'on fait avec eux et qui allie du faire, donc vraiment quelque chose d'une démarche très active et non pas passive et qui permet de peut-être être on sait que ce sont des éponges, mais peut-être encore plus une éponge à ce qu'on veut transmettre.
Merci. Et ça souligne bien à quel point, que ce soit la structure de l'ARMN ou d'un musée comme le Louvre, ça permet de développer ces projets. Je trouve que c'est très important ce que vous avez dit, qu'il y a un support applicatif pérenne. Et je me souviens en avoir parlé il y a quelques années avec Didier Barrault, qui soulignait, à l'époque vous étiez encore directeur de Palette, me semble-t-il, qu'un éditeur privé ne pouvait pas développer ce type de projet parce que c'était trop lourd et il n'y avait pas la possibilité de mettre en valeur. Mais est-ce que, de votre côté, Didier Barrault, votre regard a évolué du fait que les livres augmentés ou différentes formes de livres permettent des choses plus éventuellement plus légères, ou vous restez sur cette position que je comprends tout à fait, c'est que un éditeur, une maison d'édition n'a pas les possibilités c'est trop coûteux, c'est d'autres métiers, et que ça doit être réservé à ce moment-là à des structures autres, telles l'ARMN ou un musée comme le Louvre, par exemple. Oui, Ivan, oui, il y a quelques années, on s'est rencontrés notamment sur ce sujet. Moi, je n'y croyais pas. Pour différentes raisons, je vais y revenir. Mais sur les coûts sont astronomiques. Voilà. Et je n'y crois toujours pas. Alors bon, on peut me traiter de dinosaure, mais je veux revenir sur le fait de savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'est un livre numérique? Est-ce que on ne tombe pas dans un documentaire télé, finalement, comme l'application de Pompéi? Est-ce que c'est, oui, effectivement, est-ce que on ne verse pas plutôt dans le documentaire qui est là dans la vidéo, qui n'est pas du tout. Moi, j'adore les documentaires télé ou aux vidéos, mais on n'est pas. On se trompe, je pense. On se trompe parce que nous ne sommes plus dans un livre. Alors, effectivement, c'est de l'audio-visuel, certes, mais écouter une application, enfin, regarder une application sur son écran ou sur son écran de smartphone ou autre, quelle est la valeur des images? C'est-à-dire que déjà dans nos ouvrages, on essaye de présenter l'image en majesté sur un format au maximum de la possibilité, sur un format d'image qui prend un maximum du format livre. Voilà. Après c'est effectivement c'est faire vivre cette application, essayer de qu'elle soit toujours pérenne, qu'elle soit toujours d'actualité. Alors après c'est, je sais pas, c'est à mon sens, on est sur un autre médium, quoi. On n'est plus dans le livre. Voilà, c'est mon simple avis. Voilà. Je vous remercie beaucoup et on va devoir clore cette table ronde. J'en remercie très très chaleureusement les intervenants. C'était vraiment passionnant. Je remercie l'équipe de la médiathèque Sagan de nous accueillir et dans ces conditions sanitaires et aussi tardivement. Donc merci beaucoup à tous.
J'arrive pas à applaudir avec un micro, mais le cœur, le masque, le micro, je n'y arrive plus. Le cœur y est. On va ainsi terminer ces 2 journées de colloques sur le livre, le musée et l'enfant, en espérant que le public a pu nous suivre de lieu en lieu, en virtuel, en réel, sur Zoom, sur YouTube. Et bien sûr, il y aura des traces, elles aussi multiples, de ces 2 journées que vous pourrez suivre là aussi sur d'autres supports. Donc, restez attentifs sur vos réseaux, on vous tiendra au courant. Donc, merci beaucoup, je vous souhaite une belle soirée